Touc. Voilà. Donc, on démarre et les personnes qui vont nous rejoindre, je leur ouvrirai la porte. Voilà. Tac, je partage mon écran et c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à cette conférence Être bien en télétravail. Juste donc pour un petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent, cette conférence est enregistrée pour les personnes qui se sont inscrites et qui nous ont prévenu qu'elles verraient ça en replay. Donc si vous ne souhaitez pas être visible pendant le replay, ce replay sera disponible pendant une semaine. Pensez à éteindre votre caméra et aussi, juste pour éviter les interférences, pensez à éteindre vos micros. Vous pourrez à tout moment pendant la conférence poser des questions dans le chat et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, ou alors, si on n'a pas le temps pendant la conférence, on le fera à la fin pour répondre à vos questions. Ça, c'était pour la partie technique. Et donc, le pourquoi de cette conférence. Eh bien, en fait, nous sommes 4 professionnels. Nous intervenons dans des domaines différents. Et pourtant, en discutant les unes avec les autres, nous nous sommes rendus compte que nous travaillons avec des personnes similaires, c'est-à-dire des personnes en télétravail, ou donc soit des salariés en télétravail, ou alors des entrepreneurs qui font du home office et qui donc ont des problématiques différentes. Et on s'est dit, en fait, en discutant les unes avec les autres, que ça peut être intéressant de vous apporter des vues plus globales en fait sur tout ce qui englobe le télétravail. Donc moi, je suis Bérangère Mingui, société Zibra. Je suis psychopédagogue et consultante en réflexe archaïque. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes dites atypiques, donc haut potentiel et hypersensibles. Et je les accompagne dans tout ce qui est connaissance de soi, gestion du stress, gestion des émotions et méthodologie de travail. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Magali Montobio. Moi, je suis diététicienne à Saint-Germain-en-Laye et je suis également tabacologue et hypnopraticienne. Bonjour, je suis Anne-Laure Russac. Je suis copywriter et auteure d'un livre qui s'appelle 50 exercices de décothérapie, qui est un guide de développement personnel qui se base sur la psychologie de la maison. Isabelle ? Ah, on n'a pas le son, Isabelle. Donc, bonjour, je suis Isabelle Levacher, je suis architecte d'intérieur et décoratrice. J'ai créé Architectus, qui est une agence d'architecture intérieure, qui a pour objet d'accompagner les particuliers et les professionnels dans la transformation de leur lieu de vie et de travail. Alors, pour démarrer, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait vous interroger, vous poser des questions. Donc, sentez-vous libre de faire des réponses dans le chat. Et bien moi, les premières questions que je vais vous poser, ce serait, est-ce que vous avez déjà noté que lorsque vous êtes en télétravail, vos comportements alimentaires changent? Ils peuvent être différents. Et puis, la seconde question sur laquelle je vous invite à réfléchir, c'est quand vous êtes à la maison, est-ce que vous mangez la même chose que quand vous êtes au bureau? Est-ce que vous structurez vos repas de la même manière? Voilà mes questions. Je vous laisse y réfléchir. Alors moi, j'ai d'autres questions pour vous. Est-ce que lorsque vous télétravaillez, le soir, vous avez déjà ressenti de la fatigue visuelle, des douleurs au cervical ou des douleurs lombaires que vous n'avez pas forcément quand vous êtes au bureau? Et enfin, est-ce que vous avez parfois ressenti une sorte de gêne ou le fait de ne pas vous sentir confortable sur votre lieu de télétravail? Moi, les questions que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous faites pour vous mettre au travail. J'entends par là, est-ce que vous avez des rituels particuliers juste avant de vous mettre au travail? Qu'est-ce que vous faites? Et aussi, je voulais savoir si vous vous considérez comme une personne hypersensible. Et moi, je vais vous demander si vous arrivez à délimiter votre vie pro et votre vie personnelle. Et j'aimerais aussi savoir si vous avez envie de vous installer à votre poste de travail le matin. Est-ce que vous ressentez de la motivation? Et est-ce que vous réussissez à rester concentré? Alors, pourquoi est-ce qu'on vous pose ces questions? C'est qu'effectivement, le télétravail amène à certaines difficultés dont on n'a pas forcément conscience. Alors,
pour ma part, donc moi, j'étudie vraiment la maison et ses aspects psychologiques. Et donc, il faut savoir que la maison, à la base, elle est vraiment associée à la détente, à la famille, au ressourcement. Et en fait, l'intrication spatio-temporelle entre nos activités pro et nos activités personnelles dans notre domicile perturbe nos schémas psychologiques. Et donc, en fait, cela crée de la confusion, et notamment pour ce qu'on appelle la transition de rôle. Donc, en fait, c'est le fait de passer de notre rôle personnel, notre rôle de parent, notre rôle dans la vie courante, on va dire, et notre rôle professionnel. On voit bien que chez soi, on a tendance à être multitâche et donc à moins bien délimiter notre sphère pro et notre sphère personnelle. Il y a un deuxième point qui est qu'en fait, nous sommes reliés énergétiquement à tout ce qui nous entoure. Et donc, cette intrication spatio-temporelle peut nous amener à des difficultés de concentration et de motivation. Donc, on passe de nombreuses heures à télétravailler. Quand on télétravaille, on travaille même parfois plus que lorsque l'on est au bureau. Et on passe de nombreuses heures assis devant un écran. Donc, on pense souvent quand on télétravaille au niveau efficacité et confort à avoir un bon PC, un bon réseau. Mais en fait, c'est l'ensemble de l'environnement de télétravail qui est très important, puisque si on a un très, très bon PC, mais qu'il n'est pas forcément bien placé sur le bureau ou au bon endroit dans la maison, finalement, on aura une gêne malgré tout. De la même manière, lorsque l'on est en effet assis très longtemps, si on n'a pas une bonne chaise, on a beau avoir une chaise de compétition, si elle n'est pas réglée, en fait, c'est comme si on avait une chaise pas du tout adaptée à notre morphologie, en fait. Donc, le télétravail, le poste de télétravail ne s'improvise pas, ça c'est important de le savoir, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et préparer. Au niveau de la mise au travail, en fait, lorsqu'on est en télétravail, globalement, ce que tout le monde a l'air de nous dire, c'est que le plus souvent, eh bien, en fait, voilà, je vais m'installer pour télétravailler, j'ai déposé les enfants, j'ai fait mes lessives, etc. Et pouf, de façon traditionnelle, je prends mon ordinateur, mon téléphone, papier, crayon et je me lance. En fait, notre installation, comme l'a dit Isabelle, ne s'improvise pas, elle doit être adaptée à qui l'on est, mais justement, elle doit être aussi adaptée à qui l'on est dans notre fonctionnement émotionnel, cognitif et sensoriel. Parce qu'en fait, en fonction de comment on va s'installer, eh bien, notre fonctionnement, notre attention, notre concentration va être impactée par notre environnement. Je vous demandais si vous étiez hypersensible parce que, en fait, entre 25 et 30% de la population est considérée comme hypersensible. On dit, enfin, alors les professionnels n'aiment pas trop le terme d'hypersensible, on préfère dire hautement sensible parce qu'en fait, jusqu'à l'âge de 7 ans, tous les enfants sont hypersensibles. Et après, il y a une partie de la population, c'est quand même 1 personne sur 4 ou 1 personne sur 3 selon les statistiques, qui reste hautement sensible. Ça veut dire que nos sens, notre vue, notre ouïe, notre odorat, notre toucher, y compris les sens internes, l'interoception, est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai faim, nos sens sont hyper stimulés. Et donc, lorsque je suis installée dans un espace où mes sens vont être encore plus stimulés, je vais avoir du mal à me concentrer parce que je vais devoir faire du tri dans toutes les informations que je reçois. Ce tri va me demander de l'énergie, ça va me fatiguer. Donc, mes émotions je vais être un peu plus à fleur de peau par rapport à mes émotions et donc, je vais avoir des difficultés à me concentrer. Mon corps va réagir aussi. Isabelle parlait des douleurs lombaires, dorsales et autres. Eh bien, si j'ai mon corps qui est tendu, mon cerveau va être occupé à gérer tout ça et donc je vais être moins efficace dans mon travail. Alors, l'efficacité dans son travail, on va pouvoir la traiter et l'aborder à travers l'alimentation. Mais de manière générale, pour revenir aux questions et donc aux difficultés qu'on identifie assez facilement sur le domaine qui me concerne, qui est l'alimentation, moi, je vous ai demandé si vous structuriez vos repas de la même façon en télétravail à la maison. Très vraisemblablement, c'est non, simplement parce que on n'a pas accès à une cantine, on n'a pas accès à un restaurant d'entreprise, et du coup, il faut qu'on gère nous-mêmes nos plats, nos repas. Et on peut manquer de temps pour le faire. On termine sa réunion à 13h et puis on va réattaquer rarement à 16h. Donc, il faut trouver le temps pour manger et parfois, on occulte un peu le temps de préparation de son repas.
Et puis, les idées peuvent manquer également, hein. Donc, l'organisation, la préparation, c'est quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure. Et cette réflexion, en plus, elle s'ajoute au dîner que vous devez préparer le soir. Il y a le repas du midi, le dîner du soir. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est quand on est en télétravail, qu'on est assis devant son ordinateur, il y a des fois, on réalise qu'on est arrivé devant son frigo et son placard et on n'a pas réfléchi à ce truc-là. On peut avoir des envies de manger qu'il faut essayer de comprendre. Soit c'est l'appétit, soit on est guidé par autre chose. Donc, c'est intéressant de se questionner là-dessus. Et puis, pour compléter un peu le sujet, quand on est en télétravail, on est en travail. Donc, ce qu'on mange a des impacts sur le fonctionnement de notre cerveau. Et ben, c'est intéressant d'aller comprendre ça. Et je vais vous l'expliquer un peu tout à l'heure. Alors, pour répondre à ces situations, que fait-on? Alors, je vous parlais tout à l'heure des problèmes liés à l'intrication spatio-temporelle. Donc, il est vraiment important d'établir des frontières nettes entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et ça passe par l'aménagement d'un espace physique dédié au sein du domicile. En fait, votre espace de travail doit vraiment rester le vôtre, pas d'enfants qui viennent jouer à côté, ne pas utiliser l'espace de travail d'une autre personne. Vous devez vraiment avoir un lieu unique à vous, qui peut être petit, mais qui est vraiment le vôtre. Psychologiquement, ça permet en fait de se mettre en ambiance travail et de passer justement de cet espace personnel à cet espace professionnel de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus claire. Et puis, ça permet aussi de faire abstraction du reste. On se met vraiment dans sa bulle. On sait que là, on est dans la casquette travail. Alors, il y a une pièce à éviter absolument, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément une pièce bureau au sein de son domicile. La pièce à éviter pour installer cet espace de travail, c'est vraiment la chambre. Il faut savoir que les psychanalystes disent que la chambre, c'est vraiment le centre vital de la maison. Et donc, surtout si vous êtes en couple, vous devez absolument différencier votre vie professionnelle de votre vie intime. La chambre, elle doit vraiment être liée au ressourcement, à la détente. Donc, il faut vraiment être très vigilant à ne pas intriquer ces deux espaces. Ensuite, dans cet espace dédié, vous devez vraiment faire circuler l'énergie. Donc, je vous disais tout à l'heure, on est vraiment relié énergétiquement à tout ce qui nous entoure. Donc, le désordre, les dossiers entassés, les pièces obscures, les pièces encombrées, les objets mal rangés, tout ça amène de la dispersion et de la confusion. Et surtout, si vous êtes hypersensible, comme le disait tout à l'heure Bérangère, en fait, vous allez être happé et vous allez vous créer une charge mentale supplémentaire dont on n'a pas forcément conscience, en fait. Mais si vous avez les papiers administratifs qui traînent à côté, en fait, votre esprit se dit « oui, il faut que je gère ça, le linge à plier dans un coin, le désordre, il faut que je range. » Et donc, en fait, voilà, effectivement, ça fatigue, ça vous éparpille et ça peut vraiment créer des difficultés de concentration et je dirais presque à votre insu. Donc, vous devez vraiment avoir un espace net, clair, rangé. Ensuite, pour favoriser la motivation, vous devez vraiment choisir de vous entourer de ce qui favorise votre bien-être et donc des émotions positives. En fait, l'idée, c'est vraiment de se créer un espace de choix où on a envie d'être. Et donc, pour savoir si c'est votre cas, il y a vraiment des questions à se poser. Quand vous regardez votre espace de travail, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous avez de la motivation pour y aller ? Est-ce qu'il vous donne envie ? Est-ce que c'est un endroit qui vous inspire ? Est-ce que vous vous y sentez à l'aise ? Est-ce que vous allez être dérangé ? Est-ce que vous êtes dans un passage, dans un courant d'air ? Est-ce que cet endroit vous plaît ? Est-ce qu'il correspond vraiment à vos goûts ? Et est-ce qu'il est harmonieux ? Est-ce qu'il correspond au style de votre pièce, à votre déco ? Alors, c'est que vous n'allez pas forcément avoir la possibilité de refaire toute la déco autour de votre espace de travail, mais c'est vraiment important de choisir quand même quelques objets ou une photo ou un tableau qui vous inspire. Ça peut être une photo, par exemple, avec un paysage que vous aimez particulièrement, un tableau. Et
Et en fait, faut vous dire aussi que c'est chez vous, finalement, vous avez la possibilité de faire des choses que vous ne pouvez pas faire dans votre bureau sur site. Donc, pourquoi ne pas en profiter et voilà, et avoir vraiment des choses qui vous motivent, qui vous donnent envie. Et pour ça, il y a vraiment des couleurs qui sont à privilégier. Les couleurs créent vraiment une émotion. Elles ont une symbolique et des effets psychologiques. Et donc, selon votre personnalité, vos besoins et votre ressenti, certaines couleurs sont à privilégier plus que d'autres. Et en fait, ça peut vraiment être un levier important pour nos intérieurs et d'autant plus pour votre espace de travail. Alors, pour vous donner quelques indications, le bleu, ça va favoriser l'ordre, le calme. Le bleu marine, ça favorise la concentration. Donc, ça peut être un bon outil si c'est une difficulté que vous ressentez. Le jaune, lui, va plutôt favoriser l'imagination, la motivation, l'enthousiasme, tout comme l'orange qui vraiment crée du dynamisme, invite à l'audace. Le rose va favoriser l'attention. Le violet, lui, évite de s'éparpiller. Le vert a des vertus relaxantes. Et le blanc peut être intéressant parce qu'en fait, le blanc invite à faire page blanche. Et donc, ça peut vraiment vous aider à clarifier vos idées. Et en fait, souvent, on pense aux couleurs sur le mur, face à soi, mais il faut vraiment aussi l'envisager pour la couleur de votre bureau, pour tout ce qui vous entoure. Après, il y a des couleurs à éviter, comme le gris, qui vraiment amène à la tristesse et va plomber votre énergie. Et le kaki, qui est une couleur qui en fait crée beaucoup de confusion, des couleurs pas claires. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour ma partie. Et donc, je vais céder la parole à ma collègue Isabelle. Donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Anne-Laure, donc en effet, c'est important d'avoir un vrai espace de travail, de télétravail, parce qu'on y passe, comme je vous l'ai dit, beaucoup de temps, on passe des journées entières. Donc, c'est important aussi de se faire plaisir et d'avoir un lieu à soi. Donc, il y a plusieurs choses à envisager quand on prépare un lieu de télétravail, hein, parce que j'ai dit, ça ne s'improvise pas. Il y a notamment le positionnement déjà dans le logement et dans la pièce. Ça, c'est important parce que c'est un point à étudier en fonction de sa façon de travailler, de sa fréquence de télétravail, du type de tâches que l'on effectue en fonction du foyer dans lequel on vit. Si on fait beaucoup, par exemple, de visioconférences ou de conférences téléphoniques, c'est important de se mettre à un endroit où on va pouvoir être tranquille pour le faire et ne pas déranger les autres membres de la famille, par exemple. De la même manière aussi, tout ce qui concerne les nuisances thermiques, les contraintes thermiques. C'est un lieu où il ne doit pas faire froid, où le réseau doit être bon, puisqu'il n'y a rien de plus irritant que de ne pas capter correctement et on peste quand les mails n'arrivent pas, etc. Donc, il ne doit pas y avoir de source d'irritation, on va dire, de stress lié à des contraintes sonores, thermiques ou simplement de mode de vie où on se dérange les uns les autres et du coup, ça crée une gêne pour un petit peu tout le monde finalement, le télétravailleur et les autres. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte parce que parfois, on pense rapidement à la pièce salon, par exemple, et ce n'est pas forcément la meilleure pièce pour se télétravailler puisque c'est la pièce qui est souvent occupée par d'autres ou c'est un lieu de passage. Et du coup, on va se retrouver peut-être là, de manière inconfortable, à se gêner les uns les autres. Le deuxième point qui est très, très important et qu'on néglige souvent, c'est la lumière. Donc, c'est important d'avoir de la lumière naturelle à l'endroit où on télétravaille et de la lumière artificielle aussi, parce que la journée, même s'il y a de la lumière, on a été éduqué à ne pas allumer la lumière quand il fait jour, souvent. Et l'idée, c'est quand même d'avoir de la lumière parce qu'on a beaucoup de contraste au niveau des écrans et c'est important de compléter cette lumière des écrans pour éviter le contraste trop fort et que la vue se fatigue. Donc, la lumière naturelle, c'est bien de l'avoir perpendiculaire à soi, à l'écran, puisque ça permet de ne pas avoir de la lumière trop forte sur l'écran et de ne pas être ébloui également. Voilà. Et pour la lumière artificielle, c'est bien d'en avoir
au dos de l'écran, d'avoir un rétroéclairage d'écran, si on peut l'avoir, et d'avoir de la lumière équilibrée dans l'espace pour pouvoir travailler sur du papier et pouvoir lire, vraiment avoir une ambiance lumineuse assez importante de manière à ne pas fatiguer la vue et ne pas créer de zone d'ombre pour que l'œil n'ait pas à s'accommoder en permanence. Ensuite, troisième point à prendre en compte, ce sont vraiment les tâches qui vont être effectuées en télétravail. Si on a beaucoup de bureautique, si on a de la bureautique et peut-être d'autres tâches de lecture de documents, d'écriture, etc., on doit vraiment prendre en compte le besoin, c'est-à-dire si on fait beaucoup de bureautique, est-ce qu'on a besoin d'un écran, de 2 écrans? Si l'on fait beaucoup de visioconférences ou de téléconférences, est-ce qu'il n'est pas important d'avoir un casque et un micro pour vraiment bien profiter de ces moments-là sans déranger là encore le reste de la maison? Donc ça, ce sont vraiment voilà, ce type de points. En listant les tâches que l'on a à faire, en face, c'est bien de mettre si on a un équipement que l'on aimerait avoir pour être plus confortable en télétravail. Souvent, on y pense au bureau, mais c'est bien d'avoir la même démarche en fait à la maison. L'ergonomie, ensuite, c'est le point presque le plus important en fait à prendre en compte. Comme je vous l'ai dit, avoir une très bonne chaise, c'est bien, mais savoir la régler à sa taille et à son confort, c'est mieux. Donc, c'est bien d'avoir, voilà, d'y penser. Donc, un petit conseil que je vous donne pour savoir si votre chaise est bien réglée en hauteur déjà, mettez-vous debout. L'assise de la chaise doit arriver exactement à la pliure du genou. Si ça n'est pas le cas, c'est que la chaise est soit trop haute, soit trop basse et que l'inclinaison de vos jambes ne sera pas forcément bonne. Vous avez également, la plupart du temps sur vos chaises, la fonction bascule, cette fonction-là. Et ça, en fait, on ne sait pas forcément à quoi elle sert. Et elle sert tout simplement à faire circuler le sang. Donc, il faut régulièrement, en fait, toutes les heures, à peu près, c'est pas mal, se pencher, rester à peu près 20 secondes comme ça, de manière à ce que le sang ne reste pas stagné, on va dire, au niveau de l'aine et que la circulation du sang se fasse bien. Ça évite d'avoir les jambes lourdes le soir, par exemple. Autre chose également, les hauteurs de plateau, de bureau, c'est important d'être en angle droit. Ça, ce sont souvent des choses que l'on fait au bureau, puisqu'il y a des ergonomes souvent qui conseillent sur les postures, mais il est important d'avoir la même chose chez soi également. Si l'on travaille debout également, c'est bien d'avoir, si on a un plateau bien sûr devant soi, d'avoir aussi là encore les bras en angle droit, hein, de manière à vraiment ne pas relever finalement les épaules, puisque c'est ce qui crée finalement les douleurs cervicales. Et les écrans, bien sûr, les écrans, souvent ils sont un peu bas. Donc l'idée c'est qu'en fait vos yeux doivent arriver à peu près au niveau du haut de l'écran, c'est-à-dire au niveau d'un titre de la barre d'outils finalement. Et quand vous tendez votre bras, vous devez arriver à l'écran. Si vous êtes trop loin ou si votre main elle est vraiment à plat sur l'écran, c'est que vous êtes trop près de votre écran. Donc ça, ce sont des petits repères pour vous permettre de régler votre poste de travail et d'éviter toutes ces douleurs, toute cette fatigue finalement physique qui s'accumule au fil des heures. Enfin, vous avez aussi l'espace de rangement. Comme l'a dit tout à l'heure Anne-Laure, c'est important pour se concentrer et pour aussi faire en sorte que le poste de télétravail n'empiète pas sur la vie personnelle. Il est important de dimensionner le rangement de votre poste de télétravail en fonction de votre besoin. Donc là, c'est bien de lister exactement ce dont vous avez besoin pour télétravailler, d'organiser un meuble de rangement à proximité, plutôt fermé, de manière à ce que après le travail, vous puissiez un peu déconnecter et ainsi avoir tout de manière concentrée sur le même lieu pour éviter finalement que le travail finalement ne vienne dans chaque pièce de la maison avec un classeur par là, une imprimante par là. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire un espace, comme on l'a dit, à vous, restreint peut-être, hein, mais au moins où vous ayez tout sous la main pour pouvoir travailler correctement et surtout vous déconnecter après le travail. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez finalement, et physiquement et psychologiquement, éteindre après la journée et vous dire, voilà, là, je ne suis plus en télétravail, j'ai déconnecté. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent mal le télétravail. Pour cette raison-là, ils ont l'impression d'être toujours au travail et de toujours voir leur PC et de ne jamais finalement déconnecter. Donc, c'est un des stress. Donc,
Donc ça, c'est important. Donc, en fonction de votre espace, vous pouvez faire un espace de télétravail fixe ou mobile. Ça, c'est pas forcément gênant. Mais par contre, il faut veiller à ce que lorsqu'il est fixe, il puisse un peu disparaître de votre pièce de vie, par exemple, si c'est dans le salon ou dans une pièce dans laquelle vous passez d'autres moments. Et puis, si c'est un modèle modulable, il faut vraiment qu'il soit facile à installer et à désinstaller, que ce ne soit pas à chaque fois toute une infrastructure, parce que là, vous n'allez pas être motivé pour vous mettre à travailler chez vous. Voilà. Et enfin, dernier conseil, si vous pouvez alterner les stations debout et assis, c'est bien. Vous pouvez aller travailler un petit peu sur la table basse si vous avez une visio. Vous pouvez aller, voilà. C'est important de varier les postures, parce que c'est ce qui permet aussi au corps de se détendre et d'enlever les tensions. Et vraiment, voilà. Et pour certaines fonctions, il ne faut pas hésiter à les éloigner un petit peu parfois pour vous forcer à vous lever et à marcher. Voilà pour les conseils purement d'agencement de votre poste. Je passe la main à Bérangère. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre son fonctionnement, justement, pour savoir comment je vais m'installer de façon adaptée à qui je suis et comment je me mets au travail pour que ça soit adapté à mon hypersensibilité et à mon fonctionnement, comme je vous ai dit, cognitif, émotionnel et sensoriel. Typiquement, par exemple, moi, je suis debout. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué que je bouge depuis tout à l'heure. La position assise, je la garde pour des moments précis et pour des moments où j'ai besoin d'écrire majoritairement. Mais sinon, ça va me créer des tensions dans le dos, dans les jambes, et je vais avoir des difficultés à me concentrer. Et c'est là où c'est intéressant justement de savoir comment je fonctionne. Et donc moi, un outil que j'aime beaucoup, un outil que j'utilise avec les personnes que j'accompagne, ça va être la découverte de leur intelligence multiple, par exemple. Cet outil-là, en fait, part du principe que nous n'avons pas juste une forme d'intelligence, mais qu'il y a 8 formes d'intelligence différentes, et que, en fait, nous en avons certaines qui sont plus fortes que d'autres, et donc si nous les utilisons, nous allons pouvoir développer celles qui sont un peu plus faibles. Or, depuis qu'on est tout petit, on apprend que quand on va à l'école, on s'assoit et on ne bouge pas. On apprend qu'il faut écrire pour apprendre et on apprend qu'il faut être logique et mathématique. Or, en fait, il y a plein d'autres choses qui font partie de nous et qui font que si je m'installe de façon adaptée par rapport à qui je suis, je vais être beaucoup plus concentrée. Donc, en fait, par exemple, je vais prendre mon exemple parce que je le connais bien, mais c'est pour vous donner après des ouvertures. Par exemple, une personne qui va être comme moi corporelle kinesthésique, c'est-à-dire qui a besoin d'utiliser son corps pour apprendre, en fait, je vais avoir besoin de manipuler, je vais avoir besoin de bouger. Je vais passer mes coups de téléphone, par exemple, debout en faisant les 400 pas dans ma maison ou à l'extérieur dans le jardin lorsque je peux. En fait, le fait de bouger, ça me permet d'éviter d'avoir des tensions dans le corps. Comme l'a dit Isabelle, lorsqu'on a mal, en fait, après, on se sent mal, on n'arrive plus à travailler. En fait, imaginez, vous avez une migraine, vous allez avoir du mal à rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire parce que votre migraine est en train de prendre le dessus sur tout. Donc, le corps est hyper important et la première des choses à laquelle vous devez faire attention lorsque vous vous mettez à travailler. Est-ce que cette posture vous convient ? Est-ce que vous aimez déplacer les choses ? Dans ces cas-là, bougez et installez-vous. Si vous avez besoin, lorsque vous faites du brainstorming, par exemple, de vous mettre à 4 pattes, les fesses en l'air, allez-y. Vous pouvez aussi, de temps à autre, mais pas trop longtemps, mais utiliser des ballons de yoga pour vous asseoir. Ça va gagner en mobilité au niveau du bassin. Donc ça, avec un temps limité sur la journée. Si vous avez une intelligence, par exemple, naturaliste, on a beaucoup parlé d'avoir un espace de travail qui est rangé. Les personnes qui ont une forte intelligence naturaliste vont avoir besoin d'avoir un espace qui est rangé avec chaque chose classée, ordonnée. Donc là aussi, c'est important d'avoir des espaces où vous allez pouvoir mettre vos affaires pour éviter de les chercher partout et ça va vous permettre d'être beaucoup plus concentré dans ce que vous faites. Mais c'est aussi des personnes qui aiment être dehors ou en tout cas qui aiment regarder par la fenêtre pour se relier au ciel, aux oiseaux, aux plantes pour se concentrer. Dans ces cas-là, en fait, c'est important dans sa façon de s'installer d'avoir la visibilité pour une fenêtre pour que régulièrement vous puissiez déjà calmer vos yeux, calmer vos oreilles et vraiment voir à plus long terme, plus loin, quelque chose qui vous relie à la nature. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Je vous ai dit, lorsque vous vous installez, en général, on prend son ordinateur, son téléphone et on s'installe.
Or, on a une très forte intelligence qu'on a développée depuis tout petit, c'est l'intelligence visuelle spatiale. Vous savez, c'est cette intelligence-là où vous étiez en train de jouer au chevalier, à la princesse, etc., où vous imaginez des choses. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque je travaille, c'est hyper important d'avoir, si cette intelligence est forte chez vous, d'avoir des espaces où vous pouvez visualiser ce que vous avez à faire. Ça peut être de mettre, si vous avez des paperboards, si vous avez des tableaux blancs à disposition, ça peut même être des petits tableaux blancs, j'en ai un là, voilà, des petits tableaux blancs comme ça, par exemple, où vous pouvez écrire au feutre Velleda, par exemple, ou poser des post-it. Voilà. Et du coup, en fait, vous visualisez ce que vous avez à faire. On a tendance, pareil, à marquer sa to-do list sur son téléphone ou mettre des rappels sur son calendrier. Or, pour être concentré, pour savoir où on va, pour être conscient de ce qu'on fait, de visualiser devant soi, ça aide énormément pour être plus efficace, plus rapide dans son travail et puis de se sentir bien en télétravail. La dernière intelligence ce dont je vais vous parler, c'est l'interpersonnel. Lorsqu'on est en télétravail, et c'est là où ça peut être difficile pour certaines personnes, c'est cette impression d'être seul. Or, on a souvent besoin d'être avec d'autres personnes, même si on est introverti et qu'on a besoin d'avoir des espaces où on est tout seul avec soi-même. Et c'est là où ça peut être bien, si vous avez la possibilité de le faire, en fonction des thématiques sur lesquelles vous avez à travailler. Peut-être que de temps en temps, eh bien, vous pouvez vous déporter et aller dans un espace de coworking. Ce sont des espaces qui sont très studieux. Il y en a un petit peu partout. Et en fait, des fois, on a juste besoin d'avoir des personnes qui bossent autour de nous. Et en même temps, ça va nous stimuler parce qu'on a besoin de cette stimulation au lieu de se sentir tout seul chez soi. Donc voilà, ça, c'est un des outils que l'on peut utiliser pour comprendre son fonctionnement et adapter sa façon de travailler depuis un autre endroit que son travail habituel. Je vous ai parlé de l'hypersensibilité, on a parlé de faire des pauses. Et c'est là, en effet, où c'est hyper important de prendre en considération sa sensibilité et son fonctionnement toujours. Une personne qui est hypersensible, hautement sensible, va récupérer des informations beaucoup plus rapidement qu'une personne non hypersensible. À titre d'exemple, c'est comme si en début de journée, on vous donnait un vase qui est vide. Une personne qui est neurotypique va remplir son vase avec 5 verres d'eau au cours de la journée. Donc, le vase va se remplir à hauteur de 5 verres d'eau. Une personne qui a une hypersensibilité, elle va remplir son vase, la même taille, avec 100 verres d'eau. Donc, en fait, on va arriver au bord du débordement beaucoup plus rapidement qu'une personne qui n'a pas cette hypersensibilité. Et c'est là où c'est donc très important de faire des pauses tout au long de la journée. On parle de faire jusqu'à 2 heures de pause au sein de toute une journée. Et une pause, c'est rien. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment où je fais ma liste de courses, ce n'est pas le moment où je vais faire mes lessives. C'est une pause où je m'installe et je ne fais rien pour justement décompresser et permettre de vider un peu ce réservoir qui est près du bord pour éviter le débordement. Donc, ces petites pauses, vous pouvez faire 2 heures d'un coup, mais vous pouvez aussi mettre en place des petits rituels comme des micro-siestes, comme des petits tapotements au niveau du visage pour détendre la tension au niveau des yeux, par exemple, des petits déroulés des oreilles qui sont des petits exercices que je partage avec mes clients, ou alors de faire de la respiration, de la cohérence cardiaque. Toutes ces petites choses, en fait, ces petits gestes que vous allez faire pour faire des pauses, qui vont être de 5 minutes, 1 heure, 2 heures si vous le souhaitez, vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre télétravail et de vous sentir mieux dans votre fonction. Et puis en tout cas, ça converge avec ce que je vais dire au niveau des pauses. Je pense que toutes les 4, on recommande de faire des pauses pour des raisons diverses. Et ça peut prévenir d'ailleurs des vraies pauses, ça peut prévenir le grignotage. Et d'ailleurs, pour le prévenir de manière générale, ce grignotage, en premier lieu, eh bien, on va s'assurer d'avoir ce qu'il faut pour éviter d'avoir un creux dans l'estomac. Vous savez, ce bruit qui peut être soit inconfortable s'il y a quelqu'un à côté de vous, mais quand vous êtes à la maison, c'est pas ça qui va vous poser problème, mais ça peut être parfois même douloureux d'avoir faim. Donc, pour éviter d'avoir ce gros creux très, très inconfortable, eh bien, pour commencer, moi, je vous propose de mettre des protéines le matin dans votre petit déjeuner.
Alors, les protéines, vous allez les trouver dans les œufs, ça peut être du jambon, ça peut être du fromage, des yaourts, des petits suisses, toutes ces choses-là qui sont notamment, enfin particulièrement bien digérées le matin, donc c'est quand même une bonne chose. Et en plus, donc elles vont bien vous caler. Elles apporteront en plus un petit élément qui est indispensable pour bien démarrer sa journée. Cet élément va permettre de fabriquer la dopamine. La dopamine, c'est le starter de la journée. Donc, les protéines au petit-déj, c'est vraiment, vraiment bienvenu. Au déjeuner, pensez et surtout, n'omettez pas les féculents. Ne pensez pas que parce que vous êtes à la maison, vous bougez moins, peut-être, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, les féculents, ils sont indispensables tous les midis. Chaque déjeuner, de manière à éviter le gros creux de l'après-midi. Mais là, moi, je vous parle de féculents adaptés aux besoins. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la grosse plâtrée de pâtes. C'est une portion de féculents, des pâtes, du riz, du millet, de l'avoine, ce que vous voulez. Ça peut être aussi du pain complet. Mais en tout cas, des féculents tous les jours, le midi, de manière à éviter d'avoir faim dans l'après-midi. Et puis, à l'inverse, évitez que ce soit au dessert du midi ou au petit déjeuner des choses extrêmement sucrées. Parce que le très sucré va amener le matin le ventre qui grouille dès 10 heures et va amener en début d'après-midi l'envie de dormir. Vous risquez de vous sentir assommé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle qui s'explique physiologiquement lorsqu'on consomme trop sucré, des sucres qu'on disait avant rapides. Donc, du glucose, oui, mais de très bonne qualité, de manière complète, sous forme de pâtes, de pain, etc. Et puis, en quantité adaptée. Et donc, je rejoins mes 3 copines. La pause, faites une vraie collation. Et une pause, ça veut dire on se déconnecte de son ordinateur, on se déconnecte de son téléphone pour se connecter à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire manger. Manger quelque chose qui sera bien pour vous, qui sera complètement adapté. Alors, ça peut être sur l'après-midi, par exemple, le fruit ou le yaourt que vous n'avez pas fini le midi. Ça peut être d'ailleurs ajouté. En plus, vous avez pris un yaourt le midi, prenez un fruit. Vous pouvez reprendre un autre fruit à 4 heures. Pensez aussi aux fruits à coque. Les fruits à coque comme les noix, les amandes, etc. C'est excellent, ça vous apporte plein d'autres choses. Je pourrais en dire des heures dessus. Les fruits secs aussi ont leur place. Et puis, le petit carré de chocolat, le petit truc sucré de 17 heures, il est bienvenu et il ne faut pas se l'interdire, surtout pas. Donc, comme je disais, indispensable de faire une pause, indispensable d'être présent à votre moment où vous êtes justement en train de prendre soin de vous. Et faire une pause comme ça, une vraie collation, ça évitera notamment les consommations que j'allais dire un peu anarchiques. Alors, je ne sais pas si le mot est complètement adapté, mais les consommations qu'on préfère voir éviter. Et j'insiste vraiment, quand on a justement ces consommations anarchiques qu'on ne contrôle pas forcément bien, quand on réalise qu'on est devant son frigo ou son placard et qu'on dit tiens, mais j'ai pas faim, mais de toute façon je le mange quand même, ben, c'est le signe que vous avez besoin de quelque chose. Et l'idée, c'est d'aller comprendre de quoi vous avez besoin à ce moment-là. Alors le besoin, il est physiologique. Hein. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, là, je vous parlais de la dopamine qui va être synthétisée le matin, notamment grâce aux protéines. Et en fin de journée, on va fabriquer notre sérotonine. Et pour fabriquer de la sérotonine, eh bien, il faut des molécules qui rentrent dans le système, donc qui passent par notre bouche. Ces molécules, ça va être des lentilles notamment. Ça va être aussi certains fruits à coque, les cacahuètes notamment. Donc, n'hésitez pas à manger quelques cacahuètes. Le petit sucre de l'après-midi va favoriser le fonctionnement de tout ça. Donc, cette sérotonine dont je parle là, c'est un antidépresseur naturel. Si la dopamine, c'est l'accélérateur, c'est la pédale d'accélérateur sur la voiture, la sérotonine, c'est la pédale de frein. Elle permet de savoir prendre du recul, de mettre du calme et de la sérénité en vous quand c'est nécessaire. Elle est indispensable, donc mangez régulièrement sur des dîners plutôt végétariens, des légumineuses, plusieurs fois par semaine. C'est quelque chose qu'on oublie un peu, toutes ces lentilles, ces pois chiches, ces haricots secs, etc. C'est quelque chose qu'il faut mettre dans son assiette et il y a des bonnes façons de faire pour ne pas être esclave de 3 heures de cuisson au préalable. Alors, cette sérotonine, elle est partiellement transformée en mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Si on dort bien, on gère beaucoup mieux
ces envies de manger. Quand on est très fatigué, on manque d'énergie. Qu'est-ce que fait le corps pour nous faire chercher de l'énergie? Il nous fait manger. Donc, quand on a de l'énergie, on n'a pas besoin d'aller sur ces consommations que je disais un peu anarchiques tout à l'heure. Voilà. Donc, au-delà de ça, au-delà de cette sérotonine qui permet de prévenir ces envies de grignoter, eh bien, il y a tout le fonctionnement du cerveau qu'il faut savoir soigner. Donc, votre cerveau, il carbure au glucose. C'est sa molécule de prédilection. Donc, encore une fois, ne négligez pas les féculents. Mangez des féculents dans votre journée parce que c'est vraiment ce dont a besoin votre cerveau et il est un grand, grand consommateur de glucose. Et puis, vraiment, pour prendre soin de votre cerveau, consommez ce qu'on appelle des oméga-3. Alors, les oméga-3, on entend ça à la télé. Vous savez, c'est une sorte de boîte vert là, de faux beurre riche en oméga-3. Donc ça, ok, vous l'avez entendu, mais vous ne l'achetez pas, vous le laissez dans le rayon. Mettez des bons oméga-3 dans votre assiette. Ça se traduit par des huiles de colza, de noix, de lin, tous les jours dans une salade, une crudité. Ça va vous apporter une partie des oméga-3 dont vous avez besoin. Et pour apporter vraiment le complément indispensable, ça va être du poisson, notamment des poissons gras, 2 à 3 fois par semaine. Ces oméga-3, c'est la structure du cerveau, c'est la brique de fabrication du cerveau, il en faut. Ça a un impact sur la fatigue, sur la motivation, sur la stimulation, sur la mémoire, sur la concentration. Donc là, on est vraiment sur le travail et le télétravail. Et donc, ça m'amène là maintenant à aborder le dernier point, parce que tout ça, c'est bien facile de l'entendre. Comment je fais pour mettre tout ça en œuvre? Tout ça, ça requiert une certaine organisation. Il faut penser à qu'est-ce que je vais manger. Il faut penser à faire les courses de manière adéquate. Et si on a anticipé la liste de nos repas, eh bien, on ne va pas retourner 3 fois dans la semaine refaire nos courses. On est plutôt bien organisé. Pour vous donner un exemple très, très simple d'un repas très, très facile qui va répondre tout à fait à ce que je viens de vous dire. Des féculents, pommes de terre à l'eau que vous pouvez faire cuire soit un petit peu avant le repas, soit façon micro-ondes si vous n'êtes pas anti-micro-ondes. Vous ouvrez une conserve de poisson type maquereau, sardine et vous faites une très belle salade d'endives avec de l'huile de noix ou de l'huile de colza. Vous pouvez même y rajouter des fruits à coque. Et ça, selon les portions qui répondent à votre appétit, ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et ça ne demande pas de la grande cuisine. Alors, il y a plein d'autres astuces que je pourrais vous soumettre, mais là, je pense qu'on va largement déborder le temps. Donc, moi, ce que je vous propose, si vous êtes intéressé pour recevoir une dizaine d'astuces, une dizaine de recettes pas trop compliquées à faire chez soi, vous m'envoyez un petit mail. Vous aurez tout à l'heure mes coordonnées et je vous enverrai un e-book qui décrit tout ça. Voilà pour ma partie et je me tiendrai à votre disposition si vous avez des questions. Je repartage l'écran. Tac. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre conférence sur bien vivre le télétravail. Donc vous l'avez compris, on est toutes les 4 sur des thématiques différentes et pourtant on accompagne chacune à notre façon les personnes en télétravail ou en home office. Donc on voulait partager tout ça avec vous. Donc moi, comme je vous disais, donc je suis psychopédagogue et consultante en réflexe archaïque spécialisée dans l'accompagnement des profils atypiques et j'interviens soit en individuel à mon cabinet ou en visio pour développer tout ce qui va être connaissance de soi, les profils de personnalité, l'intelligence émotionnelle, les intelligences multiples, la gestion du stress. Et j'interviens également en entreprise, que ce soit sous forme de formation, de conférences et d'ateliers. Donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Eh bien, moi, vous l'aurez compris, je suis la diététicienne du groupe. Je reçois à mon cabinet à Saint-Germain-en-Laye ou en visio pour des prises en charge individuelles où on identifie vraiment quels sont les axes d'amélioration et ça peut aller du conseil simple ou même à l'aide à l'organisation à la maison. Et puis, comme Bérangère, en fait, je me déplace dans les organisations, au sein d'associations, au sein d'entreprises, pour proposer des conférences comme celle-là, un petit peu plus étoffées. Là, vous avez un avant-goût de ce qu'on peut proposer. Et donc, les sujets que j'aborde, ça peut être l'alimentation, le télétravail, l'alimentation, la sédentarité, manger, comment bien manger quand on est un sportif, et puis l'alimentation en lien avec l'environnement. Parce que bien manger pour soi, c'est bon pour la planète. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions à la fin de nos présentations ou même au-delà à travers les coordonnées que vous pouvez lire sur le slide.
Donc, moi, je suis l'architecte d'intérieur du groupe. Donc, moi, j'accompagne, comme je vous l'ai dit, les particuliers et les professionnels dans l'agencement et la décoration de leur lieu de vie et de travail. Donc, je réalise des missions de conseil, bien sûr, d'agencement quand j'ai des clients qui ont besoin d'un espace de travail, de télétravail chez eux. Mais j'interviens aussi lors de conférences ou d'ateliers en entreprise pour donner un petit peu les 10 commandements d'un poste de télétravail adapté, puisque c'est maintenant un mode de travail qui est ancré dans les organisations. Et donc, c'est pas facile de savoir que l'on n'a pas forcément le bon agencement. Donc, pour cela, je réalise des diagnostics individuels également sur l'environnement de télétravail pour prescrire des solutions adaptées à chacun. Donc, je me tiens aussi à votre disposition si vous avez des questions et donc si vous avez des besoins de conseils. Et donc, vous l'avez compris, votre maison en fait est un reflet de qui vous êtes et de votre vie. Donc, ça peut évidemment poser d'autres difficultés, surtout quand on travaille de chez soi, venir révéler d'autres parties de soi-même. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite donc à découvrir mon livre 50 exercices de décothérapie, qui est vraiment un guide de développement personnel qui vous amène en fait à cheminer, à trouver voilà, ce qui est important pour vous, ce qui a du sens pour vous, pour créer en fait un environnement chez soi qui vous ressemble et qui vous amène surtout à vous déployer au maximum. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Il y avait beaucoup de questions dans le chat. Donc j'espère qu'on y a répondu en partie. Si vous en avez d'autres maintenant, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Alors, je regarde s'il y en avait. Pas de questions particulières. Écoutez, un grand merci à vous pour votre écoute. Nous restons à votre disposition. Donc, on vous envoie le lien qui sera disponible sur la plateforme Teacheasy et qui sera donc disponible pour un replay pour 7 jours. Et on salue également toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci.